objectif de vous expliquer les territoires référents des 3 thèmes du forum Nelly Rodi pour l'automne-hiver 12-13. Il va illustrer, en fait, cette présentation va vous illustrer les lieux, les personnes, les attitudes, les valeurs qui sont un peu le background, les sources d'inspiration de ce forum automne-hiver 12-13. Je m'appelle Nathalie Rosborski, chez Nelly Rodi je manage le département conseil mode et je vais vous présenter cet après-midi la conférence avec Lisa Douet, qui est chef de projet mode à mes côtés. Bonjour à tous. En préambule de cette présentation, on va partager avec vous un petit film qui vous explique le forum Nelly Rodi pour Who's Next. Un nouveau volet s'ouvre pour la collaboration entre Nelly Rodi et Who's Next pour cette session de janvier 2012. Nous avons pour objectif d'accompagner Who's Next sur cette édition sur plusieurs volets. Un premier volet qui est la réalisation des forums de tendance pour accompagner les acheteurs, mais aussi pour donner de l'émotion et pour donner le ton de la saison. Nous allons aussi accompagner Who's Next dans un programme de conférences cette année, pour la première fois, avec des conférences qui vont être en fait explicatives et qui vont aider les acheteurs à comprendre ce qu'on a voulu mettre en avant dans le forum et dans la scénographie des forums. Pour Nelly Rodi, cette saison, elle a été aussi évidemment clé pour accompagner les équipes de Who's Next. Pourquoi ? Parce que évidemment, il y a la fusion de 2 salons historiques, le prêt-à-porter, qui a fusionné avec le salon Who's Next. Avec les équipes créatives de cette journée de Who's Next, on est parti sur 3 forums en fait, qui reflètent 3 besoins pour l'hiver prochain, avec ce premier thème radicalement précieuse, donc à travers un forum assez épuré, qui respecte donc ces lignes assez carrées, où le manteau toge va revenir, où la robe longue à porter en journée va revenir. On a là-dedans une allure plus monacale, on va dire, avec un fort monochrome de couleurs nocturnes, de couleurs noires, de couleurs bleu foncé, vert foncé, issus de pierre, de marbre, qui vont s'accommoder d'or, mais d'or surtout pas ostentatoire, ni des ors trop clinquants. On est plutôt dans le fait de montrer le corps, mais dans des endroits inattendus. Et ça reflète vraiment ce besoin d'accorder de l'inattendu dans le vêtement, donc d'apparat plutôt minimaliste. Après cette allure radicalement précieuse que l'on voit sur le forum numéro 1, on passe au forum numéro 2, où finalement c'est le thème Shabby. C'est une évasion soit à travers le trekking, à travers des randonnées dans la nature, des randonnées en montagne, que l'on met en adéquation avec un retour vers le passé, à travers ces années folles, ces années 30, et surtout dans une dimension un petit peu ethnique. Et si on doit parler d'ethnie, on va plutôt se référer à l'Orient. Donc une âme comme ça bohémienne, où on va avoir finalement des ornementations et des impressions très imprégnées de folklore russe ou japonisant, mais là aussi réinterprétées d'une manière minimale, dans des volumes un petit peu inspirés du manteau kimono de Paul Poiret. Ce que je trouve formidable dans cette année, notamment avec la collaboration de Who's Next, c'est que nous reflétons finalement les mêmes esprits. On a un thème chez Nelly Rodi qui s'appelle Insolente, donc cette fameuse Insolente, donc cette jeune consommatrice va prendre finalement, par désir statutaire, va prendre les codes de la bourgeoisie, les codes de sa mère, voire de sa grand-mère, et va comme ça les mixer et matcher en les twistant de couleurs à la limite de fluo. Donc c'est vraiment une allure bourgeoise, mais complètement twistée, et tout ça par désir de se différencier. On va prendre les codes beaucoup plus sages, beaucoup plus tailoring, beaucoup plus bourgeois, et donc on va venir twister comme ça par des notes jeunes, quelque chose de jeune, bouillonnant et créatif, une allure beaucoup plus senior, beaucoup plus sage, beaucoup plus posée. Donc finalement, ce thème rassemble à lui seul la direction que Who's Next est en train de prendre, et nous sommes très fiers de collaborer dans cette même ère du temps. Voilà pour la vidéo qui présente les 3 thématiques du forum Nelly Rodi pour l'automne-hiver 12-13. Et là, nous allons partager avec vous la présentation qui va répertorier en fait tous les territoires référents de ces 3 grands thèmes pour l'automne-hiver.
Alors on y va. Dans le sommaire, donc 3 grandes parties. Le premier volet sera dédié en fait au décryptage des attitudes, donc plus une partie sociaux pour décrire les valeurs, les nouvelles tendances émergentes en termes de comportement de consommation. Un deuxième volet sera lui dédié aux icônes, aux célébrités, aux personnalités qui ont été inspirantes pour les 3 thèmes que l'on a développés pour la saison. Et enfin, un répertoire de lieux, d'endroits. Si vous avez l'occasion là pendant les salons de vous rendre à Paris dans ces endroits, qui font l'écho en fait entre les thématiques saisonnières et les différentes adresses qu'on va partager avec vous. Alors, en termes d'attitude, en fait, on a tout simplement détaché 3 profils de consommateurs. 3 sociotypes. Voilà, donc en premier, nous avons les low profile, qui sont donc dans une espèce de nouvelle pudeur. On va vous les présenter. Le deuxième sociotype est donc BCBD, bon chic, bien décalé. Donc là, en relation avec le thème insolente que vous avez pu voir sur le forum, où en fait on va twister les codes bourgeois. Et le troisième sociotype qui est Popus Street, où là on est plus dans une mouvance donc urbaine, street art, enfin, vous allez voir, on va vous les présenter. Donc première famille, premier sociotype décrypté, donc ce sont ces consommateurs qu'on appelle les low profile et qui nous ont directement inspirés pour développer le thème radicalement précieuse. Alors leurs valeurs, qui sont-ils ? Ce sont en fait toutes ces personnes qui vont avoir en fait comme vraiment leitmotiv le retour à l'essentiel, le retour au calme, à la sérénité, à la qualité, au moins mais mieux, aussi qui sont systématiquement dans une recherche de sens, notamment aussi dans l'histoire du vêtement, comment est-ce qu'on va raconter le vêtement, quelle va être son origine, ses valeurs ajoutées, sa fabrication, la main qui est derrière ce produit. Donc en termes d'univers de consommation, il y en a plusieurs. Donc il y a d'abord la décoration, dans lesquelles donc, ils vont s'exprimer. Ça va être quelque chose donc, de très simple, très épuré. Le savoir-faire français aussi, on va mettre en avant une certaine qualité, un certain savoir-faire. L'écriture également, on est vraiment dans la discrétion, les bonnes manières, la politesse. Au niveau de la gastronomie aussi, il y a plein de nouveaux chefs, on va voir, qui sont un peu dans cette nouvelle pudeur, dans ce nouveau chic. Également au niveau des codes vestimentaires de la néo-aristocratie, donc on reprend un peu les codes très bourgeois et également des parfums à signature, donc on est vraiment dans la sélection, dans l'exclusivité. Et on est dans surtout l'anti-mass market, l'anti-mainstream, on est dans le confidentiel, dans le secret, dans le précieux, dans une nouvelle sophistication. On rejette le show-off. Première grande attitude décrite pour cette famille de consommateurs, c'est la politesse. C'est le grand retour de la politesse et des bonnes manières. Alors là, vous avez quelques exemples et notamment il y a un énorme boom en termes de consommation sur les guides de bonne manière, sur à nouveau savoir bien dresser une table, bien se tenir en société. Donc la politesse, l'attention, le respect, le service. Tout ça, ce sont des attitudes et des valeurs qui sont très montantes et qui sont les fers de lance de ce premier sociotype. Voilà, et puis le mariage de Kate Middleton et de William qui a fait rêver des milliards de téléspectateurs, puisque un tiers de la planète a regardé ce mariage. Donc on est vraiment dans un espèce de retour au rêve et à la tradition et aux bonnes manières. Donc là, on est dans une optique aussi qui est de simplifier sa vie. Donc on va rentrer dans une espèce d'introspection. On a envie donc de se poser. C'est ce film avec Julia Roberts qui s'appelle Eat, Pray, Love, où on est vraiment dans une esthétique très douce, où voilà, on va essayer de se purifier. On va aussi chercher du sens dans la consommation. On ne consomme plus de manière compulsive et totalement vide de sens, mais au contraire, on va essayer d'agir avec raison et pragmatisme, et vraiment dans une optique d'introspection et d'essentiel. Autre valeur de fond, et ça c'est particulièrement important pour nous tous qui travaillons dans le secteur de la mode, c'est la nouvelle modestie. C'est aussi toute cette génération de jeunes créateurs qui sont aujourd'hui
porteurs et les chefs de file, on va en parler dans le volet célébrité et personnalité, c'est l'anti-star system, c'est l'anti-directeur artistique, c'est mettre en avant les équipes, mettre en avant surtout le talent plutôt que l'ego, plutôt que la personnalité. C'est le minimalisme, c'est considérer le travail, c'est avoir une posture beaucoup plus humble, être vraiment dans quelque chose de plus discret et beaucoup moins dans l'ostentation. Deuxième sociotype, donc c'est les BCBD. Voilà, en fait, c'est le sociotype qui inspire l'insolente, donc le thème qui traite de cette bourgeoise décalée, de cette bourgeoise hystérique. Voilà. Et le sociotype qu'on va passer en revue, on les nomme les bons chics bien décalés. Donc en fait, les valeurs de cette famille ont un socle très bourgeois. C'est un héritage, un historique qui est très dans la bourgeoisie, les codes de la bourgeoisie, mais on rajoute en fait une dose d'humour et surtout de décalage. On n'est pas du tout ici dans le politiquement correct, bien au contraire. On est vraiment dans le twist et l'humour en fait. Et donc on va twister ces codes de la bourgeoisie pour obtenir un résultat quelque peu déjanté. Et voilà, une bourgeoise qui serait un peu dévergondée. En termes d'univers de consommation, ces personnes, ces clients, eux, sont systématiquement en quête d'une créativité, d'une création alternative. Il faut toujours qu'il y ait un trait d'humour, quelque chose qui soit décalé, qui fasse sourire. On est aussi dans le charisme très atypique, donc ce sont aussi des personnes qui vont systématiquement se mettre en scène, qui vont vouloir aller jusqu'au bout de leur look, donc qui ne passera pas uniquement par la silhouette, mais qui passera aussi par la mise en scène, le cheveu, la façon de se coiffer. Il y a un énorme retour de toutes ces soirées où les gens de nouveau se créent des personnages, se déguisent, se griment, en réponse aussi évidemment à un contexte assez morose et difficile. Quoi de mieux que l'humour et le décalage pour mettre un peu de fantaisie et un peu de rêve dans le quotidien. Alors voilà, donc c'est ce que disait Nathalie, puis on dit smile is back. Effectivement, on ne veut plus de ces mannequins qui défilent en faisant la moue. On a vraiment envie d'un nouveau sourire, d'une nouvelle fraîcheur, d'un positivisme, d'une légèreté, quelque chose un peu qui se rapprocherait presque de l'insouciance face à un contexte qui est assez plombant. Donc on est vraiment en réaction dans une certaine insouciance et un décalage et une vraie fraîcheur et un positivisme de nouveau, où là par exemple vous avez les 3 images des campagnes Valentino, Darel et Maison Michel, où là on est sur des mannequins qui ne font pas la gueule et qui sont en train de sourire et qui sont heureuses et qui portent un vrai message positif dont on a tous vraiment besoin et envie compte tenu du contexte de crise actuelle. Donc on est aussi dans l'optique de cette vie intense. On veut vivre intensément. Il y a aussi tout ce côté très hédoniste dans ces bourgeois bien décalés, parce que c'est avant tout des gens qui veulent faire la fête, qui veulent s'amuser et qui aiment vivre intensément chaque moment. Voilà, et qui sont en quête de plaisir vraiment. Et pour cela, ils sont prêts à faire plein de choses et ils sont décalés et ils ne veulent pas faire de compromis. Ils veulent leur dose de bonheur et d'humour par jour. Il y a énormément, pour donner un exemple illustré, il y a beaucoup d'hôtels, notamment l'hôtel Amour, qui de plus en plus en fait louent les chambres non plus à la journée mais à l'heure, pour justement organiser une soirée, un événement, quelque chose où on va juste venir s'amuser ou autre. Chacun après fait ce qu'il veut pendant l'heure où on se trouve, et on a comme ça un lieu qui nous est dédié où on se met en scène et on est dans une quête comme ça de plaisir sans aucun compromis. Troisième sociotype, les Popus Street. Alors ce sont eux qui nous ont inspirés pour le thème Shabby and Raw. Alors eux, ce sont les rois du recyclage et surtout de la création alternative. Donc eux, ils vont mixer toutes leurs inspirations, leurs voyages, leurs références, l'ancien, le vieux, l'obsolète avec le moderne, l'avant-gardiste. Donc là, on est dans un ultra métissage, dans un espèce de transculturalisme où on va mixer toutes les époques et toutes les influences. Effectivement, là, au niveau des valeurs, on est vraiment dans les valeurs de la contre-culture.
dans ce qu'on appelle l'underground, on a vraiment un esprit street qui est prégnant. On va chercher aussi des nouvelles expériences. C'est aussi la culture du local, où on va mettre en avant effectivement voilà, de la nourriture. Enfin, on a une recherche un peu de local, de traçabilité. Quand on va aller au restaurant, on a envie de savoir ce qu'on mange, d'où ça vient. Et puis il y a une esthétique aussi qui est un peu raw, l'esthétique wild, où on utilise aussi des matériaux bruts. On est dans le bois, on est dans l'acier, on est dans l'inox. Donc on est vraiment dans cette espèce de dureté et en même temps mixée avec les codes du street. En termes d'univers de consommation, eh bien, ce seront en fait des personnes qui vont, comme l'expliquait Lisa, être dans l'esprit local. Donc plus je peux consommer local, mieux je me porte. Plus ça vient de mon ami, quelque part, quelqu'un que je connais, le petit producteur, etc. En termes de mode, c'est aussi les rois du vestiaire unisexe. Donc ce sont des personnes qui peuvent très bien piocher dans la garde-robe masculine que la garde-robe féminine, et c'est surtout des gens en fait qui vont être comme ça dans un espèce de partage, de collectif, avec une vraie volonté d'être dans quelque chose qui est l'anti-consensus mou, l'anticonformiste, mais pas de façon rebelle ou revendicative. On est au contraire dans des personnes qui vont se réorganiser en petites tribus entre eux, qui vont s'aider et qui vont se promouvoir en fait les uns entre les autres. Justement, dans ce message de crowdsourcing, de communauté, on voit fleurir sur Internet notamment ce message du ce qu'on appelle le crowdsourcing, où en fait on n'attend pas d'avoir des subventions de l'État ou des gouvernements ou des autorités, des institutions pour faire avancer les choses. On s'organise en collectif, entre soi, entre gens d'un même milieu, graphistes, plus designers, plus architectes, plus créateurs, et on va se recréer des petites bandes comme ça, alternatives, et on va surtout s'auto-financer. Et ça, c'est quelque chose qui est très très fort, c'est-à-dire que les gens, entre eux, parient et investissent sur des projets. Alors là, on a l'exemple de My Major Company, on en a d'autres, MyFab, on en a... voilà, on voit apparaître ce genre de mouvement en fait, de solidarité pour essayer justement de recréer du lien et se recréer sa propre communauté. Et dans cette mouvance aussi, il y a un nouveau phénomène qui émerge et qui est assez intéressant, c'est le phénomène des slashers. Ils sont totalement dans cette mouvance, en fait, ils diversifient leur expertise, et donc ils sont réalisateurs, slasheurs, acteurs, slasheurs, producteurs, et donc c'est aussi une logique de regroupement en fait de l'expertise pour pouvoir, dans un but aussi parfois financier et aussi créatif en fait. Voilà, donc c'est aussi le retour en pleine campagne. Effectivement, on parlait du local. Les Popus Street sont des gens donc, qui sont vraiment connectés avec la nature ou dans une quête de reconnexion avec la nature. Ils remettent véritablement en question la vie urbaine et le système urbain en tant que tel, et ils recherchent vraiment un mode de consommation alternatif. Le Made in, qui évidemment est un des grands débats actuels, là on est vraiment sur plutôt un message où on est sur une consommation sélective. C'est-à-dire que je veux absolument savoir qui est l'artisan, qui est le fabricant, le designer, le créateur de mon produit, d'où ça vient, l'extrême traçabilité, toujours une espèce de quête suprême de la belle qualité, d'anticonformisme, d'anti-masse. Et là, on est dans la mouvance de toutes les nouvelles marques, Bleu de Paname, la Belle Échoppe, les communes de Paris, toute cette vague New French Touch de vraiment made in qui apporte une valeur ajoutée aux vêtements. Deuxième volet de la présentation, alors les personnalités emblématiques de chacun des thèmes. Donc pour le sociotype low profile, qui donc fait écho au thème radicalement précieuse. Là aussi, on a listé un certain nombre de personnalités qui correspondent à ce sociotype low profile. Donc Sofia Coppola et Thomas Mars nous paraissaient totalement en adéquation avec les valeurs de ce profil. En effet, il y a vraiment une idée derrière de discrétion, de chic. Sofia Coppola, donc pour Marc Jacobs, qui a fait une ligne effectivement très épurée, très discrète. On est vraiment dans une esthétique minimale et en même temps assez romantique et assez poétique.
Christophe Lemaire aussi, là, qui a repris la maison Hermès récemment, qui est un ancien Lacoste et qui évidemment a aussi son propre label, est un aussi des chefs de file de ce mouvement low profile, où on est extrêmement discret, modeste, humble, où on fait parler plutôt son travail, encore une fois, que sa personnalité, son ego. C'est l'anti-John Galliano, c'est l'anti-Tom Ford. On est vraiment sur « regardez mon travail, regardez ce que j'ai à faire ». Et c'est surtout, il l'a fait admirablement bien pour la maison Hermès, c'est-à-dire qu'il ne se met pas lui en avant, il met en avant les codes de la maison et il arrive à travailler sa patte, son style, en respectant les codes des maisons pour lesquelles il travaille. Et puis dans la même lignée, il y a Guillaume Henry, effectivement pour Carven, qui apporte donc justement cette touche à la fois très parisienne et en même temps, voilà, une touche très féminine, très discrète. On est dans une espèce de nouvelle élégance, on revisite des pièces iconiques et en même temps on est toujours dans cette discrétion, dans ce low profile. Et c'est une marque qui remarche extrêmement bien. Et Guillaume Henry est vraiment, un peu comme Christophe Lemaire, le chouchou des médias, et on parle de lui parce qu'on parle avant tout de ses collections et de ses produits, parce qu'ils sont bien sentis, il réinvente la féminité, les Américaines en sont folles, tout le monde ne parle plus que de Carven quand il s'agit d'avoir la bonne petite robe. Là il y a la ligne masculine aussi qui est en train de sortir, donc on est vraiment là aussi dans ce côté réinvention d'élégance, du chic, du sobre, de la nouvelle féminité. Donc ensuite, pour les icônes des BCBD, on a aussi trouvé un certain nombre d'icônes. On a Vincent Darret, qui donc designer, voilà, qui est totalement dans cette mouvance de twist en fait, un peu déjanté des codes classiques. C'est à la fois un univers baroque et en même temps toujours un peu traditionnel. Donc on est vraiment dans ce twist dont on parlait tout à l'heure, très décalé et aussi avec une dose d'humour qui fait du bien. Voire d'extravagance. Olympia Le Tan, donc acolyte de Vincent Darret, qui est aujourd'hui ultra connue, notamment grâce à son petit produit Les Minaudières, qui reprennent en fait les grands ouvrages littéraires et qui les a transformés en petites pochettes et qui devient l'accessoire en fait le plus chic, le plus décalé que aujourd'hui les jeunes parisiennes portent, parce qu'on est justement sur le mix de la littérature, donc on reprend en fait des codes plutôt intellectuels mais qu'on va mixer à la création et qu'on va faire complètement devenir ultra désirable et ultra mode. Il y a aussi les Brigitte, cette espèce de duo qu'on a découvert l'année dernière et qui sont tout simplement géniales tant elles sont extravagantes et tant elles contrôlent leur image de femmes fortes et de femmes en même temps qui assument totalement ce côté déjanté. Et c'était vraiment nouveau de voir voilà, un duo qui a repris aussi la chanson d'NTM, Ma Benz, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles ont été connues, et qu'elles ont vraiment détourné cette chanson à leur manière. Et donc c'est un duo génial, génial d'humour et de personnalité. Yazgouki, qui est cette créatrice d'origine turque, qui donc elle édite en fait des petits accessoires qui reprennent en fait des icônes, Bowie, Lady Gaga ou plein d'autres choses, et qui est dans cette espèce de provocation douce, de fun, de mode, de fraîcheur, de fantaisie, avec toujours quelque chose de décalé et en même temps en reprenant des codes assez simples, mais en rajoutant justement ce twist et cette petite dose d'humour et de provocation douce. Ouais. Elle a été connue pour la petite anecdote. On l'a découverte en fait grâce au plastron qu'elle a fait en plexiglas à l'effigie de Chabal. Donc elle détourne totalement les codes là du sport pour en faire quelque chose d'ultra fashion. Donc c'était assez intéressant. Les célébrités maintenant, les personnalités qui ont influencé le sociotype Opus Street et qui donc chez nous fait écho au thème Shabby and Raw. Alors le premier, Cyprien Gaillard. Cyprien Gaillard, donc, qui a eu le prix Marcel Duchamp en 2010, qui est vraiment un petit génie du destructivisme. Il a exposé au centre Georges Pompidou et voilà, on ne parle que de lui en ce moment.
Deuxième personnalité, Thomas Giorgetti, qui lui en fait était l'instigateur de Shoes Up, de ce magazine branché, qui aujourd'hui lance sa marque Bleu de Paname et qui est complètement justement tout autour de cette mouvance French savoir-faire, qui reprend des codes en fait du worker, donc vraiment du vêtement de travail, mais auquel il rajoute en fait une vraie caution street et une vraie caution mode. Alix Thompson, qui est aussi donc elle très connue pour la qualité de ses vêtements. Elle est vraiment anti mass market, anti fast retailing. Elle est vraiment dans la qualité. Elle se pose, elle fait des vestes. Voilà, c'est un style qui est assez précis, c'est vraiment très chic et c'est un espèce d'idéal du nouveau cool parisien, parce on se pose, on va dans sa boutique et on n'est pas dans des grands magasins, on n'est pas dans cette frénésie de la consommation. Au contraire, on est vraiment dans un univers très très sélectif. La boutique Thompson se situe au 98 rue de Turenne, dans le 3e pour ceux qui ne la connaissent pas. JR qui lui aussi est un artiste multicasquette, multitalent, anticonformiste, qui est le petit roi du street art et qui a réalisé récemment des portraits de femmes, notamment qui a été tourné en fait, qui a été transformé en documentaire, qui travaille vraiment sur des notions d'engagement, de regarder la rue avec un autre œil, de voir la condition. Son projet était tout autour des femmes et il est allé au Brésil, il est allé en Asie, il est allé aux États-Unis pour justement faire des portraits de femmes et illustrer un petit peu la condition sociale réelle de la femme dans différents endroits. À l'origine, c'est un graffeur, c'est quelqu'un qui est très très investi, c'est quelqu'un aussi qu'on ne voit jamais, qui est très très discret et qui là aussi est très engagé dans tous ses projets. Il a exposé à la Galerie Perrotin. Quand même une référence. Les lieux ensuite, pour tous ceux qui ont le temps de découvrir ou qui peut-être auront le temps de redécouvrir ces lieux, qui font et qui sont aussi qui sont là en écho en fait de nos trois thématiques. Alors pour le premier thème, donc toujours nos low profile, qui fait écho à notre Radically Precious, un restaurant, le Septime, 80 rue de Charonne, Paris 11e, où là on est complètement justement dans cette esthétique de la gastronomie chic, de l'intime, du discret, du très bon goût, avec des codes classiques, mais en même temps très traditionnel dans l'assiette finalement, parce que ils reprennent par exemple des plats comme le pot-au-feu. Donc c'est vraiment des choses très simples, mais c'est une belle simplicité, une simplicité chic. Autre restaurant, le Dauphin, dont le chef en fait est l'ex du Châteaubriand, 131 avenue Parmentier, toujours dans le 11e, où là aussi on fait vraiment la part belle à cette nouvelle gastronomie où les plats sont excessivement simples mais en même temps pensés et créés avec une vraie sophistication. On intellectualise en fait l'association des saveurs. Le lieu aussi est assez chouette et on est justement dans cette nouvelle esthétique, cette nouvelle sophistication beaucoup plus raffinée, anti-show-off, anti-bling-bling. Le Carmen aussi, qui est donc au 34 rue du Perret dans le 9e, qui justement reprend aussi tous ces codes un peu... voilà, on a l'impression d'être dans un théâtre. Alors le Carmen, c'est une ancienne maison close, c'est pour ça aussi que c'est un lieu intéressant, parce qu'il a été complètement revampé et complètement retransformé. Donc on est dans cette atmosphère ultra précieuse, ultra gold, qui fait complètement écho à notre thème radicalement précieuse. Mais on est dans quelque chose, là aussi, c'est l'anti-bar par excellence, c'est l'anti-Champs-Élysées. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus confiné, beaucoup plus intime, beaucoup plus chaleureux et en même temps excessivement chic. C'est un lieu très fréquenté aujourd'hui. Il y a évidemment le Silencio, le club de David Lynch, qui donc à la fois... donc il y a à l'intérieur à la fois une bibliothèque, un une salle de cinéma. projection. Donc on est en même temps dans un lieu un peu slasher, puisqu'il y a il y a un bar, donc il y a une salle de cinéma comme on disait, et en même temps il y a toute une esthétique assez mystérieuse. Une bibliothèque. Voilà. Et donc tous ces codes un peu intellectuels qui sont repris dans un lieu de la nuit, c'est assez inhabituel.
Et voilà, c'est des codes esthétiques enfin, à la fois c'est de l'or et en même temps on est dans quand même une discrétion, un certain mystère qui sont parfaites en fait pour ce thème du low profile. Et ce qui est intéressant, c'est que toute la communication autour de ce lieu, c'est vraiment c'est-à-dire que ce n'est pas un lieu de divertissement au sens premier du terme, c'est un lieu de rencontre où on est vraiment en fait un mélange entre codes de la littérature, parce qu'on peut feuilleter un livre et en même temps il y a des avant-premières de films extrêmement engagés, de courts-métrages, et puis il y a la caution David Lynch évidemment, donc tout ça en fait s'amalgame pour donner un lieu assez unique de la nuit parisienne. La nouvelle boutique Acné, donc ça on ne pouvait pas ne pas en parler, qui a ouvert très récemment, 3 rue Froissart, toujours dans le 3e, et qui en fait est une marque emblématique de cette famille de consommateurs, parce que nos low profile, quand ils s'achètent un jean, eh bien c'est un jean Acné, parce qu'il est parfait, parce il y a tout cet univers de marque en fait aussi excessivement chic, minimal, épuré, et la boutique aussi, je vous invite vraiment à aller la visiter, à aller la voir. Elle vient d'ouvrir, il y a vraiment un mélange de béton, d'inox, d'acier, c'est magnifique. Aesop, la marque de cosmétiques australienne, là on a cité la boutique de la rue Bonaparte, il y en a d'autres évidemment à Paris, il y en a une rue des Francs-Bourgeois, il y en a une rue du Temple, et ce qui nous intéresse en fait c'est le display de ces magasins, évidemment aussi le produit, où en fait la sophistication passe par l'extrême pureté, l'extrême minimalisme, l'étiquette où il y a la composition, les ingrédients. On n'est pas sur du packaging à la L'Oréal, on est vraiment sur tout l'opposé. On est sur quelque chose en fait qui va mettre en avant l'ingrédient, d'où ça vient, et puis on est surtout sur des linéaires hyper épurés, mais qui sont en fait vraiment l'écho de cette nouvelle sophistication. Bien sûr, Diane Arbus, qui est l'exposition à ne pas manquer et qui d'ailleurs. Si vous avez le temps, il faut absolument y aller. C'est pour ceux qui ne l'ont pas vu jusqu'au 5 février. Voilà, et qui donc est une très très grande photographe. Et d'ailleurs, Guillaume Henry s'est inspiré de la photographie de Diane Arbus pour la collection Préfall en fait. Et c'est assez intéressant de voir comment il a mixé et établi des ponts entre l'art et la mode. Les lieux maintenant pour nos bons chics bien décalés, donc pour notre thème insolente, donc toujours pour cette bourgeoise un peu hystérique. La boutique Lacoste des Champs-Élysées qui présente la ligne Live, parce que la ligne Live en fait, ce qui nous intéresse c'est évidemment parce qu'on reprend les codes un peu archétypes de la marque, mais en même temps on les emmène vers un univers complètement décalé, avec des produits qui soit sont revisités dans la forme, dans la couleur, dans la matière, et surtout aussi avec des tas de petits produits additionnels qui viennent un peu réveiller et décaler une marque sportswear très classique et qui réveille complètement. Lacoste a réussi grâce à cette ligne à revamper son image de marque assez justement. La Gaîté Lyrique, l'autre endroit qu'il faut absolument aller voir à Paris en ce moment. Oui, qui se situe donc dans le 3e arrondissement, au 3 bis rue Papin. Il y a eu... Oui, c'est plutôt dans le 10e, excusez-nous. Ah, dans le 2e, oui. Et donc, qui a abrité une exposition l'année dernière très intéressante sur tous ces codes de l'underground qui sont donc tous les codes du skate, du skateboard, et voilà, c'était assez intéressant. Le mini-palais, le restaurant du mini-palais, et là ce qui était intéressant en fait pour cet exemple-là, c'est qu'on est en fait dans le restaurant adjacent au Grand Palais, et ce qui nous intéresse déjà c'est le nom mini-palais, donc ça a une petite caution comme ça décalée, rigolote, mignonne, et c'est surtout en fait on se trouve dans un bâtiment historique qui est imposant, qui fait partie du patrimoine culturel français, et on est justement dans un restaurant où on n'est pas du tout guindé, où ça reste quelque chose d'assez avec des codes classiques, mais en même temps avec quelque chose d'assez accessible et en décalage avec un lieu qui pourrait être assez intimidant et qui en réalité voilà, on n'a pas du tout peur de rentrer, c'est assez familial et convivial en tout cas. Popellini, nos petits choux
Là, c'est vraiment aussi, on est complètement dans ce décalage de code classique. Le chou, a priori, n'avait rien de glamour. Et là, on a cette marque Popellini qui vient de se lancer avec sa boutique 29 rue de Bellem dans le 3e. Beaucoup d'exemples du 3e. Où là, en fait, on considère vraiment que ce petit chou coloré, ça devient le nouveau macaron. Donc, on a connu les macarons La Durée, les macarons Pierre Hermé. On a connu aussi la folie des cupcakes. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce petit chou. Et il n'y a rien de plus chic en ce moment que de se voir justement offrir ces petits choux en cadeau. On a tous les jours des coloris différents, on a une vraie pâte, on a une vraie symbolique, donc on utilise quelque chose de très classique, la pâte à choux, mais qu'on vient complètement twister, décaler pour en faire quelque chose de coloré, de mignon, de rigolo, d'acidulé. On est vraiment dans une esthétique ultra girly, très poudrée, un peu à la Durée, mais en même temps plus dévergondée. L'exposition Good Malion, aux arts décoratifs, qui est vraiment donc une rétrospective en fait du travail de Jean-Paul Good. Donc tant bien, il y a des visuels, on repasse les vieilles pubs Kodak faites par Jean-Paul Good, il y a aussi des installations qui sont impressionnantes, il y a toutes ces toiles, et donc c'est une grande exposition pour Jean-Paul Good. La troisième catégorie, donc nos Popus Street, alors où les trouver, où les voir, où est-ce qu'ils vont? Alors, premier exemple, c'est la boutique Emmaüs, au 104 rue d'Aubervilliers, dans le 19e, limitrophe avec le 20e, où là, en fait, ces Popus Street vont chercher des produits complètement qui peuvent paraître, en fait, recyclés, décalés, un peu... parfois même à la limite du mauvais goût. À la limite du mauvais goût ou du misérable, mais c'est absolument pas du misérabilisme, bien au contraire, c'est des produits qui vont aller chercher, nicher, découvrir, et qui vont ensuite complètement mixer avec d'autres pièces, qui peuvent être des pièces cyclées, des pièces de luxe, où on va créer comme ça justement cette confrontation de pièces créateurs avec de choses récupérées, où on invente en fait, on est dans une créativité complètement alternative. On est vraiment dans une démarche de bricot-arty. Et en même temps engagé. Puisqu'on préfère dépenser son argent pour Emmaüs plutôt qu'aller chez Prada et dépenser de l'argent pour des marques qui sont déjà bien implantées. Autre lieu intéressant pour les Popus Street, alors là on avait un exemple d'hôtel, quai de Gemap dans le 10e, pas le 3e, l'hôtel Citizen, qui là aussi en fait utilise des matériaux assez bruts, assez nature, mais en même temps qui recrée un univers esthétique hyper populaire, hyper simple. Ils utilisent des couleurs primaires, c'est twist avec des couleurs, avec du bleu, on est vraiment dans à la fois ce décalage entre des matériaux très simples et en même temps on essaye de réchauffer l'atmosphère avec donc, ces couleurs et ce twist. Le Mansart, qui là aussi est un autre endroit intéressant pour ces Popus Street où on peut justement le citer en référence parce que c'est un lieu en fait qui est une ancienne brasserie, café-brasserie, bar qui ne paye absolument pas de mine, où on peut trouver en ce moment toute la nouvelle jeune génération créative parisienne où les gens se rencontrent autour de plats, de bières, de choses hyper populaires, mais en même temps qui sont le comble aujourd'hui de la branchitude et de cette créativité comme ça un peu alternative, où on se recrée en fait des systèmes de valeurs et de pensées communes, où on s'aide entre gens du même monde Popus Street. Et en même temps, on aurait pu citer aussi le Sans Souci, qui est exactement dans cette même veine, et qui est aussi dans le même quartier, et le Carmen n'est pas loin non plus, et c'est vraiment le quartier du Sopi, le South Pigalle, qui devient extrêmement à la mode et extrêmement branché. Marcel, ce petit bar, épicerie, café, restaurant dans le 18e, où là aussi on est dans un esprit épicerie de quartier, mais complètement retravaillé avec des matériaux très noirs et en même temps très bruts. Donc là aussi on est dans des petits produits locaux, on est sur des petites séries, on est encore une fois dans l'anti-masse, l'anti-globalisation, où on préfère privilégier, donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant, parce que déjà nommer le café avec un prénom, ça paraissait complètement ringard et obsolète. Aujourd'hui il n'y a rien de plus branché que de s'appeler Jules ou Yvette ou Marcel ou Brigitte.
Et là, ça vient complètement justement dans cette même veine et dans cette même idée du populaire décalé. Et l'environnement aussi est extrêmement intéressant parce que la Villa Léandre, c'est vraiment un endroit à Paris assez unique finalement parce que c'est très vert. On n'a vraiment pas l'impression en fait d'être en plein cœur de Paris. Et pourtant, voilà, on est vraiment dans une petite rue. On a l'impression d'être en plein cœur de Notting Hill avec des petites maisons. C'est assez incroyable. Autre hôtel à signaler qui vient complètement en fait dans cette dynamique du Popus Street, c'est l'hôtel Jules et Jim qui vient enfin d'ouvrir au 11 rue des Gravilliers dans le 3e, qui est un hôtel en fait où on est vraiment complètement dans ces codes, encore une fois, du populaire, du bric-à-brac mixé, des matériaux mixés, des ambiances complètement alternatives d'une pièce à l'autre, d'une chambre à l'autre, et où on est vraiment dans cet univers-là, où on a pu pendant, alors ce qui était très intéressant dans cet hôtel, c'est que pendant ils n'étaient pas prêts, ils ont mis plus d'1 an et demi à finir les travaux, et pendant la session des travaux, ils ont invité et organisé des soirées, des séances photos, et pour les marques qui voulaient organiser des shootings ou pendant les dernières Fashion Week, il n'y avait rien de plus intéressant que justement d'aller chez Jules et Jim pour faire une soirée au milieu des travaux en mettant les casquettes de peintre en bâtiment, et voilà, donc ça aussi c'était complètement cet univers complètement décalé et métissé. Voilà, on a passé en revue en fait cette présentation avec ces 3 volets qui sont donc là pour illustrer et pour vous aider à comprendre les 3 thématiques que l'on a développées, donc Radicalement Précieuse, Shabby & Row et L'Insolente, que je vous invite à redécouvrir ou à découvrir à l'entrée du pavillon 7 pour le Forum de la Femme. 3 thèmes qui ont aussi été développés pour l'enfant, que vous pouvez découvrir au Forum Enfant au sein de l'espace Messerin au pavillon numéro 2. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous.